Voilà, Madame la Présidente, ainsi s'achève le train des questions. Vous avez le temps que vous souhaitez pour y répondre, sachant que vers 12h45, il serait bien que nous puissions lever la séance. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc tenir bien évidemment dans le temps imparti. Vous me permettrez, Monsieur le Président, de remercier non seulement vous-même, mais l'ensemble des commissaires qui ont bien voulu porter intérêt à la CEPC. Les remercier évidemment pour les mots aimables à l'endroit de la Commission. Et pour revenir aux différentes questions, je vais commencer par une bonne nouvelle. Je voudrais dire à Jean Gobert sur la partie MDD et la notion des audits, dans la recommandation du 7 juillet, il y a précisément un point extrêmement détaillé sur les audits et la recommandation évidemment de travailler par des laboratoires ou prestataires extérieurs dont la qualification est reconnue par la profession. C'est dire si sur le sujet nous partageons totalement l'analyse et la volonté d'avancer sur le sujet. Sur le point de garder de la souplesse dans la convention unique, j'en suis tout à fait consciente parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, la convention unique c'est bien évidemment le fondement de la relation commerciale, mais elle doit aussi être utilisable dans le cadre de ce que sont les affaires. Le CGV, les conditions générales de vente comme socle de la négociation, ça a été réaffirmé par la loi. En ce qui concerne les observations de Michel Raison sur le prix d'un produit et le rôle de l'Observatoire des prix et des marges, moi j'attends avec évidemment beaucoup d'intérêt la possibilité de travailler avec cet observatoire parce que, je crois l'avoir dit tout à l'heure, il y a effectivement un certain nombre de secteurs d'activité qui ont une dépendance tout à fait importante. Moi, j'entendais l'exemple de Michel. Moi, j'ai un exemple d'un producteur de miel, par exemple, où les cours sont très importants et où, évidemment, le prix du produit est le prix de la matière première est quasi la totalité du prix du produit. Certaines années, si ce professionnel ne peut pas répercuter, il est dans de la vente à perte. Et à terme, c'est la pérennité de son entreprise qui est menacée. C'est dire si là-dessus, il y a une vraie difficulté. Et je pense qu'effectivement, on doit être capable de travailler sur le sujet. Ça me paraît un point tout à fait important. Et je ne peux évidemment que souligner la volonté de l'harmonisation et de la façon humaine de l'approche qui revient d'ailleurs au commentaire de Jean Proriol, parce que ce que Jean Proriol disait il y a un instant sur ce qui doit être qualifié d'un moyen de pression, parce que quelque part qu'un acheteur mette les résultats d'une entreprise sous le nez au moment de la négociation, c'est rien d'autre que de la pression. Et là, on est dans un point que vous avez tous beaucoup évoqué, qui est la notion de moralité et la notion de respect qui font sens et qui doivent, je crois que vous l'avez tous beaucoup dit dans votre intervention, doivent être effectivement des points clés. Pour Jean Dionis, qui parlait des difficultés des producteurs. Moi, j'ai rencontré les fédérations comme les producteurs et je partage tout à fait la nécessité qu'il y a de travailler sur le sujet. Moi, je me souviens d'un certain nombre, notamment, alors c'était contraire à ce que disait Jean, c'était une présidente de fédération, mais qui m'expliquait que quand à Pâques, elle accepte de faire une promotion sur le prix des salades, en faisant ça, elle fixe le prix des salades pour toute la saison, ce qui incontestablement a des conséquences sur la vie de l'entreprise qui sont tout à fait importantes. L'articulation CEPC, DGCRF, autorité de la concurrence, vous avez été très nombreux à parler du sujet et je crois que quelque part on se rend bien compte que le sujet de la CEPC tel qu'il a été défini par la loi, c'est vraiment de travailler en amont dans la notion relation entre fournisseurs et distributeurs. La concurrence et la DGCRF, elles interviennent en aval sur l'outil dans la relation distributeur-consommateur et elles ont un point qui vraiment mérite, je crois, d'être souligné, notamment pour la DGCRF, c'est cette notion de contrôle. Vous l'avez beaucoup mis en avant. Ça me permet de faire également le point avec la question de Frédéric Massa sur les assignations. Pour être claire et concrète, les assignations qui ont été commencées en quelque sorte, seront bien évidemment jugées et poursuivies à terme. Ce qui s'est passé, c'est que pourquoi elles ont été renvoyées? Parce que les tribunaux ont souhaité attendre la réponse à la notion de déséquilibre significatif, puisqu'il y avait la question prioritaire de constitutionnalité, mais bien évidemment, ces affaires-là vont être jugées. De ce qu'a expliqué le ministre quand il a présenté les accords qu'il a signés, bon, il faut voir le contexte. Le ministre, l'année dernière, fait 9 assignations. Il n'y a aucun jugement rendu. On est début des négociations et il y a aujourd'hui encore un certain nombre de difficultés. Le ministre essaie de travailler avec les distributeurs. Aujourd'hui, l'accord entre le ministre et les distributeurs, si j'ai compris, est exclusivement sur les points de l'accord. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'il n'y ait pas de recours sur d'autres éléments. Après, et je reviens sur l'autre point qui a été mis en avant, la question, la réaction, moi j'ai vu Jean
Jean-René Buisson, j'en ai parlé avec lui. Évidemment, les fournisseurs considèrent qu'ils ont été à l'extérieur et que cet accord n'est signé que par des distributeurs et que le fondement de la relation commerciale, elle se passe entre le distributeur et quelque part le fournisseur. D'où la réaction tout à fait importante. Moi, je ne veux pas prendre parti dans ce débat pour la raison suivante. Je considère que tout ce qui permet d'essayer d'avancer est intéressant. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas opposer les uns aux autres. Je pense que Jean-René Buisson a une réaction à mener qui est logique eu égard aux attentes de sa profession. D'un autre côté, si quelque part ce que Novelli a signé permet d'avancer un peu, ça serait quand même dommage qu'on s'en prive. Et c'est pour ça d'ailleurs que quelque part, moi, comme je ne veux pas m'en priver, je veux leur donner une force. Et la force, c'est la CEPC. S'ils sont avalisés par la CEPC, à ce moment-là, ils sont examinés par les distributeurs et les fournisseurs. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je les passerai à la CEPC le 4 novembre prochain. Tout à l'heure, lors de la Rodière, faisait un commentaire que je ne peux que constater qui est très juste, qui est le problème de la réouverture trop fréquente de la convention unique. C'est bien pour ça que j'ai souhaité qu'on puisse travailler sur la notion de convention unique en précisant bien ce que l'on mettait dedans. Le but de la manœuvre est d'éviter, et ça répond à une des questions qui a été posée un peu plus tard dans le questionnement par notre ami Alain Suguenot, sur effectivement l'histoire des conventions types. Parce que oui, il faut le dire, il y a des conventions types qui ont été utilisées. Et normalement, la convention unique, alors qu'il y a une base, c'est évident qu'il y a une base qui est commune, mais on doit trouver dans la convention unique la spécificité qui en fait est celle de chaque contrat entre chaque entreprise, donc fournisseur et distributeur. De la même manière, il est évident qu'un accord sur les prix à la revente est parfaitement illégal, bien évidemment, je tiens à le dire sur le sujet. En ce qui concerne ce que disait tout à l'heure Thierry Benoît, je l'invite à regarder effectivement les recommandations sur les marques de distributeurs parce qu'il y a effectivement un travail sur la protection du savoir-faire des entreprises. J'ai noté le commentaire sur la DGCRF qui serait plus présente sur les marchés qu'elle ne l'est ou qu'elle ne le serait vers la distribution. Vous savez, Christine Lagarde, l'année dernière, a demandé à la DGCRF de se réorganiser complètement en mettant en place ce qu'elle a appelé les brigades LME, qui sont en fait des groupes d'intervention qui ont pour objectif de faire des contrôles. Moi, je travaille à la CEPC avec la DGCRF. Pour autant, je pense qu'il sera très important que Mme Omobono puisse nous donner des données chiffrées et précises sur le résultat de ces travaux. En ce qui concerne la question précise d'Annick Leloc sur, je ne reviens pas sur l'ANIA et la FNSEA, je viens sur le sujet qui concerne, soyons clairs, Leclerc, puisque c'était l'article de la presse, c'était public. Moi, les informations dont je dispose sont que sur les 23 millions de pénalités, 22 millions et 900 000 euros ont été payés aux fournisseurs. Il reste en fait 910 000 euros qui concernent une enseigne qui est Fleury-Michon, qui n'a pas payé à ce jour. Fleury-Michon refuserait, je ne suis pas au milieu, donc j'emploie sciemment le conditionnel, or Fleury-Michon refuserait de donner son RIB. Ça mérite d'être suivi pour regarder dans quelles conditions il y aurait effectivement ce refus. Mais voilà de façon très concrète les informations dont je dispose. Jean-Pierre Nicolas, tout à l'heure, parlait de la question de ce que pouvait être un bon contrat et, dans un deuxième temps, parlait de l'exemplarité des contrôles. Moi, je crois, mes chers collègues, que quelque part, l'exemplarité des contrôles est un élément. Le deuxième sujet, c'est la communication des contrôles. Nous sommes, et vous le savez bien, et certains distributeurs dont vous avez parlé, se situent sur un seul terrain qui est celui de la communication. Eh bien, je crois que c'est sur ce terrain-là qu'il faut effectivement travailler. Alors, ce n'est pas forcément le rôle de la CEPC que de faire ça, mais c'est en tout cas, à titre personnel, l'avis de la présidente de la CEPC, qui est de dire qu'il y a un moment, c'est sur le terrain de la communication qu'incontestablement, il me paraît important d'aller. Sur la question qui est revenue à plusieurs reprises, et j'en profite pour répondre à notre collègue Lefay, sur les marches arrière qui n'ont pas totalement disparu, c'est vrai qu'il y a une très grande amélioration. La question qu'il faut continuer à observer, vous avez été plusieurs à l'évoquer, c'est de savoir si les marges arrière n'ont pas été remises à l'avant avec la création des nouveaux outils promotionnels, parce que ça, c'est une question qui se pose. Sur la question de l'entente, elle est totalement interdite, et donc ce qui est clair, c'est que l'entente doit typiquement faire l'objet d'un
contrôle de la DGCRF. Et là-dessus, il y a eu des questions sur mais comment on fait quand on est victime. Alors là, pour être clair, et je réponds à la question qui m'a été posée tout à l'heure sur l'anonymat de la CEPC, je garantis l'anonymat des demandes qui ont été faites. C'est le fondement même de notre travail. C'est-à-dire que la saisine est toujours anonyme. Et derrière ça, au-delà de l'avis de la CEPC, il y a le travail qui est celui du jugement qui doit être rendu. C'est-à-dire qu'après la vraie difficulté, et je ne suis pas là pour défendre la DGCRF, mais il faut être conscient que quand on demande des faits précis, y compris quand il m'arrive de dire aux fédérations, est-ce que vous avez des exemples concrets à me donner, je dois vous faire part de la grande difficulté que j'ai à obtenir des cas concrets. Parce que, alors, c'est un climat, hein, je suis parfaitement consciente que c'est lié au climat, mais c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on parle de communication. On ne peut pas laisser un climat qui serait une sorte de climat de peur s'instaurer. C'est la raison pour laquelle, là-dessus, je crois qu'il faut vraiment avancer. J'ai eu quelques questions sur les délais de paiement, notamment par Philippe Martin. Alors, je dois dire que les délais de paiement ne font pas l'objet du travail de la CEPC en tant que telle. J'ai, comme le président Euli, j'ai noté avec intérêt, et Alain Sugnaud l'a dit également, le problème de la concurrence avec les pays étrangers. Je pense que dans le cadre du suivi de l'exécution de la loi, il y a des choses qu'il faut qu'on regarde. Sur la notion de qualification de l'abus commercial, la jurisprudence a commencé à cerner le projet. Je vais chercher des chiffres et je reviendrai vers vous. Je n'ai pas de chiffres à ce stade, mais je vais regarder exactement où nous en sommes en matière de chiffres. Michel Piron, évidemment, est revenu sur une approche tout à fait importante qui est la composante de l'élément prix. Je pense que ça fait partie des choses qu'on va regarder à partir du moment où on va discerner l'élément de matière première pour regarder effectivement comment on peut aller sur l'élément prix. Je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau. Colette Langlade, je voudrais dire que sur la première question, le principe même de la MDD, c'est qu'effectivement, on vende sur la marque de distributeur. Sur le contrat de fabrication, vous l'avez dit vous-même, dans la recommandation, on a dit qu'effectivement, ce n'était pas forcément un an, parce que, eu égard aux investissements qui sont réalisés, il est important qu'on puisse donner plus de temps à l'entreprise pour travailler sur le sujet. Alors, j'ai gardé exprès la réponse à François Brotte pour la fin, parce que je dois dire que entre Hercule et Sœur Sourire, je ne sais pas où doit aller la CEPC, mais ce que je voudrais dire, c'est que dans tous les cas, tout à l'heure, je vous ai dit que jusqu'à maintenant, et je faisais référence à l'audition qu'on avait eue hier avec Jacques Attali, qu'on était jusqu'à maintenant dans un principe de consensus. J'ai aussi rappelé qu'il y avait eu 107 questions depuis la LME. Vous comprenez bien que, évidemment, la CEPC est maintenant, si vous me permettez en fin d'audition une expression un peu familière, dans le dur. C'est-à-dire que reste à traiter les sujets qui sont les sujets les plus lourds. Ce qui veut dire que dans les semaines qui viennent, avec d'une part la réponse du Conseil constitutionnel et d'autre part les quelques points que nous avons à régler, il y aura forcément un virage nécessaire dans les travaux de la CEPC, parce que nous ne pouvons pas, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu mettre en place l'IMARDI, moi je ne peux pas voir la CEPC comme une instance qui prend acte des dossiers et qui les repousse parce qu'il n'y a pas consensus. Je suis là aussi pour qu'on arrive à apporter des réponses. C'est pour ça que j'ai mis en place un prisme plus économique, parce que je crois que ça passe par une réunion en marche forcée des différents acteurs. Alors, la CEPC n'est pas évidemment simplement là pour faire des bonnes résolutions. Ces avis ont une force juridique. J'ai été interpellée sur le sujet. Il m'a été demandé si nous avions été saisis par le juge. Je dois vous dire que quelque part, nous n'avons pas été forcément saisis, mais consultés. La meilleure preuve, c'est la Cour de cassation qui, dans le rapport sur la QPC, reprend des éléments, des avis donnés par la commission d'examen des pratiques commerciales. Donc, quelque part, la commission d'examen des pratiques commerciales, au titre de l'article 441 du Code de commerce, est une force, quelque part, qui a une approche qui est aussi une approche juridique. Et j'attends beaucoup, on verra comment on va pouvoir évoluer, mais moi j'attends beaucoup du travail que je vais essayer de faire avec les professionnels et Jean-Claude Vollot, parce que je pense qu'on peut essayer d'enchaîner sur vous faisiez allusion, Monsieur le Président, à la longue marche que nous avons entreprise ensemble. Eh bien, quelque part, cette longue marche, elle peut peut-être passer par cette approche de la filière commerce-distribution qui serait quelque chose de complètement nouveau. Merci en tout cas, Monsieur le Président.